Pour que l'Assemblée nationale finisse par voter le budget le 12 novembre, il faudra du compromis. Le gouvernement devra composer avec les exigences du Parti socialiste qui compte bien rester au centre du jeu. C'est nous qui posons les conditions, c'est nous qui avançons des propositions pour les Français, c'est nous qui permettons de régler, y compris la question la plus sensible de ces dernières années, la réforme des retraites, en donnant un sursis et faisant en sorte que ça soit renvoyé à 2027. C'est nous qui fixons le jeu. Une posture d'arbitre qui ne garantit pas un vote final. Si aucun texte n'est voté, le gouvernement pourra faire passer le budget par ordonnance, mais c'est une hypothèse pour le moment écartée. Pourquoi voudriez-vous qu'on utilise des ordonnances? Elles n'ont jamais été utilisées depuis 1958. On ira au vote. Le président du Sénat n'est lui aussi pas favorable à cette éventualité, mais prévient, pour l'écarter, il faudra être mesuré. Naturellement, l'ordonnance, c'est la négation du Parlement. Donc, voilà pourquoi le Parlement doit être raisonnable, doit discuter, doit débattre, doit voter, mais prendre en compte les intérêts du pays. Le plus optimiste pour le moment est le ministre de l'économie. Nous sommes entrés dans une phase inédite, avec une méthode inédite. Il faut maintenant parvenir à un résultat inédit. Je salue tous ceux qui sont prêts à y travailler. La commission des finances étudie aujourd'hui la partie recettes du budget. Et on va y venir avec nos éditorialistes. Bonjour Yves Tréhard, merci d'être avec nous, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, et Bérangère Bonte. Bonjour Bérangère, merci d'être là. Bérangère, vous sortez ce livre, Gabriel Attal, l'ange exterminateur. C'est aux éditions de l'Archipel et on le montre. Et on va parler évidemment de Gabriel Attal. Mais d'abord, et il est concerné Gabriel Attal, l'examen du budget démarre donc aujourd'hui au Parlement. Un examen qui s'annonce tendu dans un contexte particulier, Yves. Le contexte, oui, il est assez particulier, on le connaît. Une absence de majorité, une division même à l'intérieur des formations politiques. Tout a explosé, on va dire, depuis la fin de l'été. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir, comme ça va être, c'est quand même une première, une coproduction, comme on dit, du budget, c'est-à-dire l'exécutif et puis des formations politiques à l'intérieur du Parlement qui ne sont pas en harmonie, je dirais, avec l'exécutif, qui vont aussi avoir l'initiative de ce budget. Alors, quelle forme va prendre ce budget? Est-ce que ça va être un budget qui sera une succession d'amendements? Est-ce que ça sera un texte plus... Pour le moment, il y a encore beaucoup d'interrogations sur la forme, y compris sur son adoption, comment il va être adopté, s'il est adopté. En tous les cas, c'est pas un budget qui va correspondre complètement, et pas du tout même, à l'esprit et à la philosophie du président de la République depuis 2017, puisque une des promesses qu'il avait faites, et c'est là où il y a une remise en question complète de ses engagements, c'est l'augmentation de la fiscalité, qui sera au rendez-vous, d'une part, et puis deuxièmement, la réforme qu'il avait faite sur les retraites, elle va être suspendue. Si elle est suspendue, ça veut dire qu'elle sera oubliée. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire que... Personne n'y reviendra en 2027. Évidemment que non. Qui est-ce qui va se présenter en 2027 en disant, je vous propose d'allonger, de reporter l'âge du départ à la retraite? Personne. Édouard Philippe maintient que c'est une nécessité. C'est une nécessité. De mon point de vue, c'est une nécessité. Mais il faudra qu'il trouve un argument et des artifices pour faire passer la pilule. Les deux sont intimement liés, évidemment techniquement liés, le budget, l'adoption d'un budget et cette suspension de la réforme des retraites. Et c'est bien l'un des casse-têtes, notamment de la gauche, c'est-à-dire s'il ne vote pas d'une façon ou d'une autre un budget, il n'y a pas de suspension des retraites, puisqu'elle sera, rappelons-le, adossée au PLFSS, sous la forme d'un amendement a priori. Donc ça rend encore plus complexe une situation qui l'est par le fait que Sébastien Lecornu a annoncé qu'il n'utiliserait pas de 49.3. Moi, je pense qu'il faut même continuer à envisager l'hypothèse qu'il puisse, en dernier recours, à un moment, face à un blocage, dire « Écoutez, vu la situation, je vais quand même l'activer. Je ne donne pas cher de sa peau pour la suite. » Mais je veux dire, c'est aussi une hypothèse. Très franchement, aujourd'hui, lundi, premier jour d'examen en commission, la voie de passage est quand même, comme on dit, est quand même très très étroite. Ouais, d'autant qu'il est sous pression des oppositions. On va écouter le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu, qui était l'invité ce matin d'RTL.
Je vais vous dire, c'est assez simple. Tout ce qui impacte le pouvoir d'achat des Français, sans s'attaquer à la dépense, à la réforme de l'État, c'est non. On ne peut pas demander aux Français de faire des efforts en priorité quand l'État lui-même continue d'engranger des dépenses, enfin continue à laisser filer des dépenses et ne se réforme pas, n'attaque pas les dépenses toxiques, n'ouvre pas le dossier du coût de l'immigration. C'est commode d'opposition, ce que vous faites là. L'idée, c'est d'avoir une dissolution pour que les Français puissent donner une majorité à ce pays. Un cap à ce pays. On est totalement à l'aveugle. Voilà, avec des oppositions, et notamment le Rassemblement national, qui pousse à un échec du budget pour avoir une dissolution. Oui, alors eux, ils ont leur propre agenda. Tout le monde a son agenda, dans cette histoire. Alors, il y a le fond et la forme. Sur le fond, moi, il y a un truc que je trouve complètement incroyable au Rassemblement national et qu'on ne pointe pas assez. C'est-à-dire qu'ils disent on ne veut pas d'augmentation de la fiscalité, mais qu'est-ce qu'ils font d'autre que de s'opposer à la réforme des retraites qui est d'une certaine façon une machine à dépenses fabuleuse. Rendez-vous compte que le tiers de la dépense publique en France, c'est lié étroitement à notre système de retraite. Donc ils sont incohérents. Il faut le dire, ils sont incohérents. C'est économiquement incohérent leur discours. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je parlais d'agenda, c'est que eux, ils sont pour une dissolution. Il y a le problème, évidemment, je dirais, du dossier judiciaire de Madame Le Pen. Ils sont qui dans l'empêcherait une de se représenter en cas de dissolution. Oui, mais alors elle pourrait, si jamais ils gagnaient les élections législatives, même avec une majorité relative, elle pourrait peut-être devenir Première ministre. Parce que là, rien ne l'empêche. C'est peut-être ça qu'elle vise. Elle n'a pas l'air de vouloir. Elle répète, c'est Jordan Bardella à Matignon. On verra. Ah bon, vous avez un doute? Non, mais moi, vous savez, je n'ai que des doutes. Un mot sur le Rassemblement national, Bérangère. On prête au RN l'intention, en cas de dissolution, d'activer, de solliciter le Conseil constitutionnel avec ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité, eu égard au fait que le fait de faire appel devrait suspendre sa peine, et la question est de savoir si cette inéligibilité, qui a été encore confirmée il y a quelques jours par le Conseil d'État, est réellement constitutionnelle ou pas. Et il y a une espèce d'habileté qui est... Enfin, c'est pas exclu que tout ça puisse effectivement fonctionner. En tout cas, c'est une menace qu'on entend un peu partout dans les groupes au socle commun et autour, parce que le fait est que la force de frappe du RN, la force électorale du RN aujourd'hui, fait que c'est quand même un acteur central, malgré les incohérences que pointait Yves Tréhard. Voilà, quoi qu'on en pense, c'est le cas, quoi, ils existent. Et puis de l'autre côté, il y a la gauche, et particulièrement les socialistes. Est-ce que là, vous pensez, Yves, un compromis possible? Est-ce que politiquement, les deux camps ont intérêt à un compromis? Compromis avec qui? Entre les socialistes et le gouvernement, et le bloc central. Si vous voulez, les socialistes, ils sont... et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne sont pas nombreux. Hein, ils sont à peine 70, et c'est eux qui font la pluie et le beau temps pour le moment. Sans les socialistes, le gouvernement ne peut pas tenir. Donc, je pense que, si vous voulez, ils vont essayer d'aller jusqu'au bout avec les socialistes. Je pense qu'ils ne vont pas jouer la rupture, je ne crois pas. Sauf si ça va vraiment trop loin. On va voir jusqu'où vont aller les socialistes. Moi, je ne peux pas répondre à votre question, j'en sais rien. L'avenir est plus qu'incertain, là. On va voir. Simplement, s'ils s'allient avec les socialistes, enfin, s'ils arrivent à faire un bout de chemin ensemble, je ne vois pas comment ils peuvent faire sans renier les engagements du président de la République et finalement donner les clés de la maison à Olivier Faure, ce qui serait quand même incroyable. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi les socialistes n'ont pas voté cette censure. Stratégiquement pour eux, ils se sont mis tout seuls. Je ne dis pas que la situation est simple, hein, mais dans une situation intenable. Ils peuvent pas... Cette victoire qui a été saluée par les syndicats, par une partie de la gauche, une partie seulement de la suspension de la réforme des retraites, elle est, comme je disais, tellement dépendante de l'adoption d'un budget. Ce budget comportant des mesures socialement totalement inacceptables pour eux, je ne vois pas comment c'est tenable. Mais comme la question est de savoir ce ne sera pas le budget Lecornu. Est-ce que le gouvernement ne va pas faire d'autres concessions aux socialistes durant l'examen? Alors, c'est une des clés, effectivement, bien sûr, mais on arrivera dans ce cas à un budget qui sera complètement
je ne sais pas comment le décrire. Et puis, il y a un problème majeur, c'est que si jamais tout ça se casse la figure, d'une part, ou alors même si ça ne se casse pas la figure, l'avenir électoral des socialistes, il est plus qu'incertain, parce qu'à ce moment-là, ils seront, le reste de la gauche va leur tourner le dos. Ça, c'est clair, c'est très clair. La France insoumise, évidemment, mais les écologistes, les communistes vont leur tourner le dos. Donc, ils ne pourront pas faire cause commune avec les autres. Et pour autant, ils n'auront pas non plus le soutien des macronistes, pour ce qu'il en reste, hein, parce qu'il ne va pas en rester grand-chose. Donc, ils vont être un peu seuls, si vous voulez, sur le front électoral. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'ils ont un avenir électoral qui est quand même, à mon avis, très compliqué, sauf à ce qu'il y ait une renaissance de la social-démocratie telle qu'il la souhaiterait, mais on n'en est pas là. Hein. Alors, il y a les pressions, évidemment, au Parlement, hein, où chacun joue son jeu, et puis il y a aussi ce que disent les partenaires sociaux. Vous l'avez dit, les syndicats, ils ont salué la suspension de la réforme des retraites, mais ce n'est pas le cas du patronat. On va écouter le patron des patrons, Patrick Martin, qui était l'invité ce matin de TF1. On ne fait pas les économies qu'il faudrait faire, on se tire une balle dans le pied en suspendant ces réformes des retraites, donc on est en train de creuser notre tombe, donc à un moment donné, il faut le dire. Mais par ailleurs, nous, on a des messages d'espoir et d'ambition, j'évoquais les jeunes à l'instant, donc on veut dire la colère qui est la nôtre, mais on veut aussi dresser des perspectives pour ce pays. Il n'y en a pas beaucoup actuellement du côté des politiques. Voilà, on est en train de creuser notre tombe, dit le patron des patrons. Oui, bah c'est sûr qu'économiquement, on est dans une situation très compliquée. L'affaire des retraites, je vous le disais, elle est capitale, l'affaire des retraites. Les retraites, vous prenez les retraites et les dépenses de santé, c'est presque la moitié de la dépense publique en France. Hein. C'est énorme. Et donc, si on n'arrive pas à résoudre ce problème-là, eh bien, on va avoir beaucoup de difficultés. Quand vous voyez que tous nos voisins partent à la retraite beaucoup plus tard que nous, et en plus, on a d'autres problèmes. La productivité. On travaille moins en France qu'ailleurs dans le monde et surtout en Europe. Alors, longtemps, le discours a consisté à dire « oui, mais on a une productivité qui est supérieure ». Faux, archi faux. Depuis 5 ans, on a une productivité qui est en forte baisse. On a un État qui est complètement désorganisé. Il faut complètement... et là-dessus, Jean-Louis Borloo, d'ailleurs, qui est sorti du bois, a raison. Il faut revoir complètement notre schéma de modèle social qui ne fonctionne plus comme il faut. Il y a beaucoup de choses à faire. Je dirais que la France est un pays qui doit se reprendre en main. Et d'autant que ce débat budgétaire, il s'engage après une nouvelle dégradation de la note de la France. Ce matin, Yves, à la une du Figaro, vous dites que la bataille budgétaire s'engage sous pression des marchés. Oui, c'est vrai. Bon, pour le moment, les marchés ont été assez calmes, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais à très long terme, ça ne sera pas le cas. Je pense que les marchés vont nous sanctionner, et ça sera difficile. Ce qui est intéressant et paradoxal, c'est qu'on retrouve avec cette situation un débat droite-gauche et des positionnements politiques fondamentaux. La gauche veut, ou plutôt le gouvernement est d'accord pour instaurer, c'est l'article 3 de ce budget, une taxe annuelle sur le patrimoine financier des holdings. La gauche veut rétablir son projet, je dis rétablir, il n'a jamais été institué, mais enfin son projet de départ, qui est une taxe Zuckman sur les très hautes fortunes. Et là, je dis c'est paradoxal parce qu'en fait, on a un face-à-face droite-gauche dans une assemblée qui est tripartite, en fait. Et donc, en fait, c'est à la fois... on s'est dit, tiens, on va revenir à une véritable opposition politique, c'est ce qui est intéressant, mais il va bien falloir que des deux côtés, quelqu'un, enfin, tous d'ailleurs, lâchent un peu. C'est le principe de ces fameux compromis, cette rupture qu'appelle Sébastien Lecornu. Ça va être intéressant, mais il va falloir que les uns et les autres apprennent à lâcher. Un budget de compromis, fondamentalement, c'est chercher un dénominateur commun, un plus petit dénominateur commun. C'est pas faire voter ce pour quoi on a été élu, en fait. Et ça s'applique également au bloc central, au socle commun. Alors, il y a le cœur du macronisme, on va en parler dans quelques instants, mais il y a aussi les Républicains. Et on va voir justement quelle est la position des Républicains. On va écouter le secrétaire général du parti, Othman Nasrou, qui était sur Sud Radio.
Il faut qu'on soit clair et on ne peut pas être et dedans et dehors et on ne peut pas donner l'impression qu'on est ambigu parce que la vie politique de notre pays meurt de l'ambiguïté. Il faut du courage et le courage c'est de dire très clairement que la direction qui est prise n'est pas la bonne. On pensait qu'il fallait assurer d'abord la stabilité pour qu'il y ait un débat budgétaire. Donc c'est maintenant dans le débat budgétaire que l'on va se battre et croyez-moi, la droite ne laissera pas passer toutes ces mesures démagogiques réclamées par le Parti socialiste parce que qu'il y ait un budget, oui c'est important, mais ça ne peut pas être non plus n'importe quel budget. Et aujourd'hui on est en train de ruiner le pays. Vous avez vu qu'on était à nouveau dégradé en matière de notation par une deuxième agence. Il y en aura une troisième qui va s'exprimer dans quelques jours. L'étranglement financier continue de nous guetter. Sébastien Lecornu va devoir faire face à l'opposition claire des Républicains. On va voir, parce que les Républicains, ils ne sont pas dans un bon état non plus. C'est pour le moins tout le monde. Ils sont très divisés. Je ne sais pas. Il y a deux lignes qui se dégagent. Il y a une ligne qui qui semble vouloir plutôt. Alors, il y a beaucoup d'opportunisme là-dedans aussi. C'est-à-dire que chez les députés, ils savent très bien que si jamais il y a une dissolution, ils vont avoir beaucoup de difficultés à se faire réélire. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont 50. 49. En revanche... 50 maintenant. Pardon ? 50. 50, oui. Oui, 50 maintenant, oui, c'est vrai. Ils risquent d'être d'ailleurs un petit peu plus nombreux, peut-être s'il y a des ministres qui reviennent, je ne sais plus. Et les sénateurs qui sont sur une ligne qui est celle de Bruno Retailleau, qui est justement de ne pas participer à cet exécutif et de soutenir du bout des lèvres quand il le faut. Donc on va voir mais là c'est pareil, eux ils jouent leur avenir sur le plan électoral. C'est ça qui est d'autant plus intéressant, c'est que Bérangère a raison. On sent que là il y a un retour de l'opposition gauche-droite. Alors soit cette opposition gauche-droite va s'exprimer de façon très radicale avec les extrêmes. C'est ce qui est un peu le cas quand même. Soit il s'exprime, on revient à ce qui existait par le passé avec une gauche de gouvernement, une droite de gouvernement et un retour. Mais ces deux pans-là, cette droite et cette gauche de gouvernement, sont en train de jouer leur avenir. Finalement, leur avenir est plus qu'incertain. Bérangère. Je souscris évidemment la bataille interne au sein d'un parti qui avait semblé retrouver un peu de vigueur avec depuis que Bruno Retailleau était au gouvernement, puis a du coup pris la présidence du parti de façon assez massive. Tout ça donnait, je pense, un grand espoir aux Républicains, aux militants, aux élus. C'était sans compter leur capacité d'autodestruction et qui, à nouveau, fait merveille, quoi, si je puis dire. Donc, au milieu de tout ça, mais ça va être pareil dans l'ensemble du socle commun, il y a sans doute des positions de côté Parlement, côté Assemblée, côté sénateur qui vont pas être tout à fait identiques et qui vont être intéressantes à observer. Oui, parce que Gérard Larcher, il a répété hier, la majorité sénatoriale, particulièrement les LR, ils ne voteront pas la suspension de la réforme des retraites. Ah ben non, eux ils sont vent debout contre ça, ils ont raison d'ailleurs, enfin ils sont cohérents plutôt avec eux-mêmes, ils ont raison parce que moi je suis un peu évidemment de cet avis-là, mais ça va poser des problèmes, parce que comme je vous le dis, d'une part il y a ceux qui veulent rester fidèles à une ligne et puis d'autres qui disent de toute manière on est embarqué dans un bateau et si on pose pied à terre on est mort quoi. D'autant que les LR ont 6 ministres au sein du gouvernement. Alors on pensait que ces ministres allaient être exclus du parti. Finalement, il n'en est peut-être rien. On va écouter ce qu'en disait Gérard Larcher hier. La logique, c'est ne plus appartenir à notre famille politique quand on a fait ce choix-là. Mais je sens que cela divise députés, sénateurs et responsables de notre mouvement. Alors, nous aurons cette semaine un bureau politique et sans doute je proposerai que si dans 2 mois, la politique budgétaire, et j'en reviens à la première partie de notre échange, ne s'inscrit pas, j'allais dire, dans l'essentiel de nos valeurs, alors se posera pour eux la question, quitter le gouvernement ou ne plus appartenir à notre mouvement. Finalement, il y a temporisation, Yves. Pas vraiment, parce que
là, pour le coup, je ne vois pas très bien, si vous voulez, 2 mois. Soit il démissionne tout de suite, soit il démissionne... Alors, je pense que... Ils sont démis, surtout. Gérard Larcher se met dans la situation où, éventuellement, d'ici à 2 mois, le budget sera expurgé de toutes les demandes socialistes et qu'il sera davantage en conformité avec ce que veulent les Républicains. Mais je ne vois pas très bien... Là, je ne vois pas très bien, si vous voulez. Soit ils s'en vont, soit ils restent. Et à ce moment-là, les LR, s'ils sont majoritairement contre leur présence au gouvernement, ils coupent le cordon. Ouais, et puis alors au sein du bloc central, alors il y a les LR qui font entendre leur voix, mais pas seulement. Édouard Philippe est opposé à la réforme des retraites et Gabriel Attal, on va en parler, Bérangère, puisque je le rappelle, vous sortez un livre, Gabriel Attal, l'ange exterminateur. Qu'est-ce qu'il va faire, Gabriel Attal ? Vous avez raison de dire qu'Édouard Philippe, on sait exactement où il est. Gabriel Attal, franchement, même pour avoir passé 1 an et demi à explorer le sujet, je ne suis pas dans sa tête. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué durant cette enquête, c'est on a beaucoup observé Gabriel Attal ministre, ce qui a été vraiment son ascension. Certains ont dit, depuis qu'il est sorti du gouvernement et qu'il a changé complètement de costume, qu'il est devenu patron de parti, patron de groupe parlementaire, on ne sait plus trop où il est. Et en fait... Sylvain Maillard, par exemple, qui était le président du groupe avant lui, qui lui avait un positionnement beaucoup plus à droite, qu'on identifie bien, raconte de façon, je pense, assez juste le fonctionnement de Gabriel Attal qu'on ne connaît pas trop au sein du groupe et qui est très représentatif de ce qu'il est lui, c'est-à-dire on n'a pas des réunions de groupe où vous avez un président qui donne une ligne relativement claire. On a un président de groupe qui laisse parler tout le monde, et qui donne l'impression, et c'est pas une impression, de se faire son propre avis en écoutant les autres. Alors on pourrait dire, ça c'est un vrai patron, après tout, il tient compte de l'avis de tout le monde, mais c'est quand même assez singulier, et à un moment, il faut quand même comprendre où le chef veut emmener le groupe. Il n'y a pas de corpus, clairement, c'est une des raisons pour lesquelles le personnage m'intéressait, parce qu'il me semble représentatif aussi d'une nouvelle génération politique, disons-le, sans charpente idéologique claire. Mais ce fonctionnement-là dans le groupe, vraiment, les réunions de groupe, c'est très particulier. Vous n'avez pas un chef, vous n'avez pas un patron qui donne une ligne. Et donc, là, ce qu'on comprend, c'est que les députés, sur la suspension de la réforme des retraites, sont assez divisés. Notamment, vous avez une aile Maillard, si on peut dire, qui ne digère pas la suspension de la réforme des retraites, et une aile un peu plus à gauche qui pourrait l'envisager stratégiquement pour obtenir le reste du vote du budget. Les sénateurs sont manifestement prêts, si on écoute François Patria, à tant pis. Pour l'instant, faire une croix sur la réforme des retraites. Donc, OK, suspendre ce grand œuvre quand même du socle commun, pour essayer de faire adopter un budget et pour essayer d'avancer pour la suite. Mais vous vous rendez compte, si les sénateurs de Renaissance votent la suspension de la réforme des retraites et que les députés ne le votent pas, ce socle commun et même ce parti Renaissance est déjà très chahuté, fébrile, fissuré, tout ce que vous voulez. Ça va être intéressant d'observer ce qu'il y a. Et c'est vrai qu'après le discours politique général de Sébastien Lecornu, Gabriel Attal a pris la parole en tant que chef du groupe. Et on a l'impression qu'il a un peu évité de parler du cœur du sujet. Et alors il a dit, voilà, nous pendant qu'on donne un spectacle déplorable, voilà ce qui se passe dans le pays. Mais il n'a pas vraiment répondu sur le fond à Sébastien Lecornu. C'est du pur Gabriel Attal. Et vous noterez, il y a une différence de stratégie entre Édouard Philippe, qui cogne violemment depuis 15 jours, sur le président, sur la Macronie, sur le bilan de la Macronie, et un Gabriel Attal qui a certes donné un coup de poignard dans le dos du patron, de celui qui l'a fait, tout comme Édouard Philippe, mais qui ensuite, effectivement, évite soigneusement ce sujet de la réforme des retraites qui le gêne évidemment beaucoup. Et donc son discours, suite à la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu, était assez lunaire, effectivement, avec un état des lieux, des questions, du harcèlement scolaire, de toutes ces marottes à lui. Mais une éviction du sujet retraite assez magistrale, quoi. Ouais. En disant, de toute façon, nos voix vont pas compter, les opposants à la réforme sont majoritaires dans l'hémicycle. C'est aussi une habileté de leur part, et c'est visiblement la voix qui porte lui, c'est-à-dire les oppositions n'ont pas besoin de notre vote, donc abstenons-nous de nous compromettre trop dans ce vote. Ça sera suspendu, mais ce ne sera pas nous qui aurons voté. Ouais, il est dans une situation compliquée, Gabriel Attal, aujourd'hui. Oui, il est dans une situation compliquée, surtout que Édouard Philippe, c'est vrai, après une position très... Alors après, on peut approuver ou désapprouver, mais il a pris une position très ferme d'opposition, de rupture avec le président de la République. Une rupture ferme sur les retraites, sur il doit partir, enfin bon. Hein. Alors que Gabriel Attal
Le président de la République lui a fait de très mauvaises manières. Enfin, bon, il a quand même pas facilité la tâche. Il l'a même parfois presque ridiculisé. Enfin, je veux dire, dans des situations humiliées plutôt. Hein. Et c'est vrai qu'il a du mal à. Bon, c'est un groupe. C'est pas un parti politique. Hein, attention, c'est. Le président de la République avait dit, c'est une espèce de formation incertaine, avec des gens qui arrivent de droite, de gauche. Pourquoi Sylvain Maillard, il représente un courant qui est plutôt hostile au retour sur les retraites? C'est parce qu'il vient de la droite, hein, Sylvain Maillard. Par ailleurs, vous avez d'autres personnalités qui viennent de la gauche. Donc, c'est un groupe qui est très... Lui, Attal vient de la gauche, donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Je crois que c'est la fin du macronisme. La fin du macronisme. Bah oui. Merci à tous les deux. Merci Yves. On revoit la une du Figaro. C'est le budget, l'examen du budget, donc qui commence aujourd'hui sous pression des marchés. C'est à la une de votre journal. Et Bérangère, Gabriel Attal, l'ange exterminateur, c'est aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup. On va terminer par l'histoire du jour. Et l'histoire du jour, elle est à la une de Presse Océan. C'est l'histoire d'un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. Et c'est le Belem. De retour dans son port d'attache à Nantes, une escale de 15 jours avant son hivernage dans le port de Saint-Nazaire. Le retour à Nantes, c'est un petit événement sur place. C'est là qu'il a été construit dans les anciens chantiers du Bijon. C'était il y a 130 ans. Le Belem fait figure de survivant de la marine à voile, le dernier grand voilier français du 19e siècle, le plus ancien bateau navigant au monde. Il embarque chaque année près de 2000 personnes pour un voyage évidemment particulier. Le Belem, c'est aussi le bateau qui a transporté la flamme olympique. Vous vous en souvenez, oui. Hein, c'était entre Athènes et Marseille. C'est ce qui a lancé les JO de Paris. Et la lanterne, d'ailleurs, qui a servi au transport de la flamme, est restée à bord. Dès demain, vous pourrez, vous aussi, monter sur le Belem. C'est quai de la Fosse à Nantes. Des visites très prisées où seront présents les matelots du Belem. Voilà, si vous voulez y aller. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. On vous souhaite une très bonne journée.